Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Il est désormais trop tard pour déposer les candidatures aux élections sénatoriales du 28 septembre prochain. C'était la dernière journée pour le faire. Nous rejoindrons Tam Tranui en direct du ministère de l'Intérieur. Et c'est également la journée qu'a choisi Jean-Pierre Raffarin pour annoncer sa candidature à la présidence du Sénat en cas de victoire de la droite. Rendez-vous traditionnel du Parti communiste français, c'est ce week-end que se tient la fête de l'humanité. Et cette année, Pierre Laurent souhaite rassembler tous les contestataires de gauche à la politique du gouvernement, invitant même les députés socialistes frondeurs. Et nous terminerons cette édition avec le micro-trottoir d'Alex Darmon qui revient cette semaine de façon décalée et souriante sur l'entrée du vin au patrimoine culturel français. Mais avant de développer ces titres, retour sur la principale information de la journée. François Hollande était en Irak aujourd'hui pour soutenir le nouveau gouvernement et afficher sa détermination face à l'État islamique. Le chef de l'État a promis à Bagdad une aide militaire renforcée, sans toutefois s'engager à des bombardements. Le récit de cette journée est signé Julie Hulin. C'est le premier chef d'État occidental à aller témoigner son soutien au nouveau gouvernement irakien. Un déplacement pour prouver l'implication de la France dans le combat contre l'État islamique au Maghreb. Je suis venu ici, à Bagdad, pour discuter avec les nouvelles autorités irakiennes qui ont fait cet effort de s'unir pour dire la disponibilité de la France pour aider encore davantage militairement l'Irak dans sa lutte contre le terrorisme. Plus d'aide militaire pour l'Irak. Si la France a été le premier pays à livrer des armes aux combattants kurdes, aujourd'hui François Hollande n'a donné aucun détail, éludant même les questions sur la possibilité de frappe aérienne, alors qu'à gauche comme à droite, des voix s'élèvent contre une éventuelle intervention militaire française. Aller faire la guerre dans cette région, qui est une région meurtrie, frappée par les crises identitaires, c'est prendre le risque de cristalliser, de coaliser un certain nombre de forces, une fois de plus contre nous. Après Bagdad, l'avion présidentiel s'est posé cet après-midi au Kurdistan pour apporter 15 tonnes d'aide humanitaire. Lundi, à Paris, aura lieu la conférence internationale sur la paix et la sécurité, l'occasion pour François Hollande de définir la stratégie de la France en Irak et peut-être de s'engager pour un soutien aérien. Et nous avons posé la question de l'intervention militaire française en Irak aux internautes de notre partenaire du nouvelobs.com. Ils y sont défavorables à 58% sur 235 votants. Manuel Valls était lui en déplacement à Meaux en Seine-et-Marne pour lancer les commémorations du centenaire de la bataille de la Marne. Le Premier ministre, accueilli par Jean-François Copé, le maire de la ville, a salué avec lui l'esprit de rassemblement des Français face à l'adversité. La bataille de la Marne avait en effet permis de stopper l'avancée allemande de l'été 1914. Il n'y aura pas de revalorisation pour les petites retraites au 1er octobre prochain. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement qui justifie cette décision par la faible inflation de cette année. Alors que toutes les retraites inférieures à 1 200 € devaient être revalorisées, seuls les bénéficiaires du minimum vieillesse auront droit à un coup de pouce de l'État. Un gel des pensions qui ne fera pas plaisir à ceux qui dénoncent l'austérité, mais qui pourrait satisfaire l'Allemagne actuellement exaspérée par le niveau des déficits français. Alors que Michel Sapin a annoncé cette semaine des chiffres bien loin des objectifs européens, Angela Merkel souhaite un véritable engagement de la France ou à défaut des sanctions. Les explications de Maxime Thuillier. En France, l'État dépense plus qu'il ne gagne. Le déficit atteindra 4,4% en 2014, c'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances Michel Sapin. Loin, très loin des 3% exigés par la Commission européenne. La France pourrait donc se faire taper sur les doigts par Bruxelles et risque plusieurs milliards d'euros d'amende. En 2010 et 2013, Paris s'était vu accorder des délais supplémentaires pour rentrer dans les clous de la discipline budgétaire. Mais aujourd'hui, certains pays comme l'Allemagne haussent le ton. Nous avons atteint ce but grâce à une stricte discipline budgétaire et ce qui vaut pour l'Allemagne vaut pour l'Europe. Une position intenable pour certains économistes comme Henri Sterdignac. L'Allemagne, la Commission imposent des critères budgétaires qui sont irréalisables, qui n'ont aucun sens économique. Il serait souhaitable que la France, l'Italie et plusieurs pays du Sud se mettent ensemble pour imposer, demander une rupture en Europe, un changement de stratégie. Manuel Valls se rendra à Berlin les 21 et 22 septembre prochains. Objectif, convaincre Angela Merkel que l'austérité n'est pas la solution pour une Europe en crise.
Et je vous l'annonçais dans les titres, les candidatures aux élections sénatoriales sont désormais closes. Nous partons tout de suite au ministère de l'Intérieur pour retrouver notre journaliste Tam Tranui. Bonsoir Tam. Alors, ça y est, c'est fini pour les candidatures. Et oui, il est donc trop tard depuis 1 heure pour présenter sa candidature aux élections sénatoriales qui se tiendront donc le 28 septembre. Et vous l'avez dit, je suis donc au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, Paris 8e, là où sont centralisées, et cela depuis le début de la semaine, toutes les candidatures pour ces fameuses élections. Et je suis avec Marc Chiffret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau des élections ici au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez déjà quelques informations à nous donner sur ce scrutin et notamment une approximation concernant le nombre de candidats? Alors effectivement, depuis donc lundi, nous commençons à recevoir beaucoup de candidatures pour les élections sénatoriales. Ouais, très bien. Nous avons reçu pour l'instant à peu près 1500 candidatures. Le nombre continue bien sûr à augmenter puisque nous recevons en ce moment les derniers fichiers de l'ensemble des préfectures et collectivités d'outre-mer qui vont un petit peu augmenter, ce qui fait qu'on aura un chiffre certainement supérieur à 1500 au terme de ces candidatures qui se terminent, comme vous l'avez dit, à 18 h pour la métropole. Il restera encore les départements et collectivités d'outre-mer, puisque ceux-ci terminent à 18 h, mais heure locale. Donc, ce qui fait un décalage jusqu'à à peu près 6 h du matin demain. Alors, et si on compare par rapport au dernier scrutin, on sait que ce n'était pas les mêmes circonscriptions, mais il y a 3 ans, en 2011, est-ce qu'il y a plus, moins de candidatures? Alors, c'est extrêmement difficile de comparer. En 2011, effectivement, il y avait un peu moins de 1400 candidatures. Aujourd'hui, je vous parle déjà de 1500 candidatures, mais le nombre de sièges n'est pas exactement le même. Aujourd'hui, il y a 179 sièges en jeu, alors qu'en 2011, il y en avait 170. Donc, il est normal qu'il y ait aussi un petit peu plus de candidats. Et si l'on compare à peut-être des élections qui sont mieux connues, par exemple les élections municipales, est-ce que les élections sénatoriales sont des élections attirantes? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats? Alors, ce sont surtout des candidats qui sont déjà des gens qui sont très impliqués dans la vie politique, puisque ce sont souvent des élus de premier rang, qui ensuite, conseillers municipaux, conseillers généraux ou qui ont une assise locale importante, vont ensuite se présenter à la candidature. Donc c'est un milieu où les personnes déjà se connaissent, s'apprécient et ensuite déposent leur candidature pour accéder donc au Sénat. Alors on le sait, il y a un point très important aujourd'hui dans les élections, c'est la parité. Est-ce qu'on peut espérer des progrès en matière de parité cette année, en 2014 ? Alors il y a 2 éléments en fait qui pourraient effectivement favoriser cette parité. Le premier, c'est une loi de 2014 qui a favorisé la parité en instituant donc un suppléant de sexe opposé, donc ce qui favorisera évidemment en cas de remplacement une personne de sexe opposé. Et également une deuxième mesure qui a été prise dans le cadre de cette loi, un scrutin de liste à partir de 3 candidats et non plus de 4. Ce qui veut dire que les listes sont paritaires, un homme, une femme ou une femme, un homme, et cela favorise évidemment dans le cadre des listes, évidemment plus de parité. Et puis on le sait, donc ça fait 1 semaine maintenant que le ministère de l'Intérieur commence à recevoir ces candidatures. Quel a été le travail de vérification que vous avez pu effectuer sur ces listes depuis 1 semaine et que vous allez encore effectuer ? Eh bien, nous faisons beaucoup de vérifications. Évidemment, d'abord, les conditions d'éligibilité et les conditions d'incompatibilité. Certaines personnes, effectivement, ne peuvent pas candidater pour diverses raisons. Même chose pour l'incompatibilité. Je prendrais par exemple celui d'un député qui veut être sénateur. Il peut bien sûr candidater, mais par contre, le jour où il est élu sénateur, il ne pourra plus être député. Donc il faudra qu'il fasse un choix entre ces 2 mandats. Voilà le genre de règles qu'on regarde. Évidemment, on regarde aussi les autres conditions classiques, c'est-à-dire l'âge, par exemple 24 ans, que par exemple pour les listes, bien entendu, c'est paritaire, donc on respecte bien la parité. Voilà, on regarde ce genre d'éléments avant d'accepter la candidature de manière définitive. Merci beaucoup Marc Chiffret d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que toutes les candidatures et les listes pourront être consultées sur le site du ministère de l'Intérieur à partir de lundi. Merci beaucoup Tam pour toutes ces informations. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, était aujourd'hui l'invité de l'émission Parlement Hebdo. Alors que se profile mardi prochain le vote de confiance à l'Assemblée nationale, il met en garde ceux de son parti qui voteraient contre le gouvernement. On l'écoute. Il serait immédiatement dehors. C'est nos statuts. Je ne peux pas faire autrement. Moi, je serais obligé d'appliquer. Il serait déféré devant la commission des conflits sur le plan de sa fédération. Et après, le Conseil national entérinerait son exclusion. Des frondeurs dont on risque de beaucoup parler ce week-end à la Fête de l'Humanité. Ils sont en effet invités aux côtés de nombreux opposants de gauche à la politique gouvernementale.
Mais cette opposition pourra-t-elle à terme conduire à une alliance? Marie Brémaud et Louis Sibyl sont allés à la rencontre des militants. Aucun doute, les messages affichés ici sont limpides. La fête de l'humanité est le rendez-vous d'une opposition clairement à gauche qui refuse la politique menée par l'exécutif. C'est pour dire non à la politique d'austérité de François Hollande et surtout de rassembler tout le peuple de gauche qui s'interroge aujourd'hui sur il y a d'autres choix, d'autres solutions qui n'ont jamais été essayées. Le Parti communiste, au travers de cette fête de l'humanité, veut être au service de ce large rassemblement. Un large rassemblement, mais encore faut-il en définir les contours. Ce week-end, à la Courneuve, de nombreuses personnalités politiques sont attendues, de Jean-Luc Mélenchon en passant par Cécile Duflot ou encore de nombreux députés socialistes frondeurs. Mais ici, l'étiquette PS suscite bien souvent de la méfiance. Là, on est assailli d'une gauche centriste libérale qui crée un fossé assez monstrueux entre une aile de gauche et un centre. Donc voilà, voir quelle alternative est possible avec une très grande gauche, mais pas celle-ci, voilà, pas cette gauche actuelle. Au-delà du parti au pouvoir, la suspicion s'est étendue à toute la classe politique. Je me méfie des politiciens. Donc je crois que le changement il va se construire dans les communes, dans le pays, à travers les associations, les implications dans le tissu du pays. Une révolte et une alternative citoyenne que les centaines de milliers de personnes attendues vont tenter d'organiser. Ça marche. Je vous souhaite une bonne fête. Merci, au revoir. Et puis, comme chaque vendredi, c'est l'heure du micro trop tard d'Alex Darmon. Cette semaine, il revient sur l'entrée du vin au patrimoine culturel français. Il est allé à la rencontre des consommateurs dans les bistrots et les cafés parisiens. Une pastille humoristique à consommer sans modération. Pour ce nouveau micro trop tard, on revient cette fois-ci sur l'entrée du vin dans le patrimoine culturel français. Est-ce que vous étiez au courant et surtout, est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision prise par les sénateurs? Allez, venez, je vous invite à boire un verre. Le vin est entré au patrimoine culturel français, vous en pensez quoi? Bah, c'est normal. Le vin? Oui, le vin. Pour moi. Oh, pourquoi pas? C'est une excellente chose. Pourquoi? Parce que c'est juste une divine boisson. C'est un alcool comme les autres, vous trouvez le vin? Bah non, parce qu'on en boit le matin. Vous en pensez quoi? Le vin qui est passé au patrimoine culturel français, je peux me casser la figure à n'importe quel moment. Mais j'ai pas bu pourtant. On imagine un Français toujours avec son béret, sa bouteille de vin et puis sa baguette sur le dos. Est-ce que c'est pas un peu poussé que ça fasse partie de la culture française? Bah ouais, ça nous protège des Américains. Le vin est passé au patrimoine culturel français, vous en pensez quoi? Je pensais que c'était déjà fait depuis longtemps. Ça se fête alors? Ça peut se fêter, oui. Bon alors je vais prendre un verre de rouge alors. Allez, ça marche. On va boire un verre de vin ensemble. Au nom de la culture française. C'est au nom de la culture française alors. C'est vrai? On va mettre un petit saumur champignon au fait. Mais vous m'invitez? Ah bah non. Ah bah oui, bah non. Mais je travaille, si on voit que je prends des verres de vin pendant mon travail... Ah, j'en peux plus de bosser là, c'est une horreur. Le vin rapproche les gens ou pas? Ouais, ça rapproche. Énormément. Ouais. Énormément. Ouais. Ça va vous rapprocher ce soir? Peut-être. Je vous le souhaite. Le vin est entré au patrimoine culturel français, est-ce que vous êtes contents? Ouais. Allez, tournée générale pour le coup. On y va. Ouais. Tu vois, ça c'est la France. Il y a ça et Johnny Hallyday. Bon attention, les deux, faut les consommer avec modération hein, quand même. Magnifique. Et c'est déjà la fin de cette édition. Tout de suite sur notre antenne, la politique c'est net. Et pour sa rentrée, Caroline Deschamps revient ce soir sur les 100 dents qui agitent les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous et à toutes sur Public Sénat.